connais la force de la loi. Quelque chose est promulgué, c'est fini. Hein. Mhm. Même un enfant, même un prisonnier, même un ivrogne, il va appliquer cette loi-là. Yeah. C'est pourquoi Martin Luther King est aujourd'hui considéré comme la figure de l'indépendance des Noirs américains. Maintenant, pendant tous ces temps, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Voilà. Ça, c'était vers les années 40-50. Maintenant, en Afrique, il y a eu ce qu'on appelait les mouvements des indépendances. Les mouvements des indépendances. Après la guerre mondiale, après la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, comme on aime de dire, de 39 à 44, l'Europe ayant perdu la guerre, les États-Unis, la Russie, même si aujourd'hui la Russie est devenue comme les diables absolus, mais c'est la Russie et les États-Unis qui ont gagné la guerre face aux Allemands et libéré l'Europe. Les Américains ont dit, parce que avant la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique n'était pas la première puissance mondiale. Après l'Europe, après avoir perdu la guerre, libérée par les Américains et les Russes, les Américains ont dit, on ne veut plus que vous ayez vos colonies. Parce que vos colonies vous donnent une force économique, bien sûr, et une forme aussi militaire. Et vous donnez aussi, un moyen de nous concurrencer, nous. Donc, on vous libère, bien sûr. On vous donne le plan Marshall. Les États-Unis donnent l'argent et la technologie pour reconstruire l'Europe. Mais à une seule condition, il faut libérer l'Amérique. Il faut libérer l'Afrique. De peur que, après les avoir libérés, la France peut devenir ce qu'elle était, l'Angleterre peut devenir ce qu'elle était. Les États-Unis ont mis ça sur la table. Les Européens ont dit oui, mais on ne peut pas le faire automatiquement. Vous voyez, on ne peut pas le faire automatiquement. Après, l'Europe aussi, en même temps, l'Europe a connu, je ne peux pas dire qu'elle a fait une erreur, mais l'Europe a fait quelque chose qui nous a peut-être avantagé. Quand l'Europe décide maintenant d'envoyer quelques élites, comme les appeler, quelques intellectuels, quelques noirs, 2-3 noirs, de venir en Europe et de continuer les études pour essayer de former des cadres, des gens qui peuvent diriger l'Europe après les indépendances ou bien à distance. Créer des pions. Le peu de Noirs qui avaient la chance de venir, peu importe les origines, les Noirs des colonies anglaises, françaises, espagnoles, allemandes, peu importe, le peu de Noirs qui venaient en Europe, ils ont été choqués de voir que les Européens, surtout après les guerres, l'Europe n'était plus ce qu'elle était. Il y avait toujours la ruine. Vers les années 50, 40, même jusqu'à 60, l'Europe, il y avait toujours des ruines, des guerres, comme les images qu'on voit aujourd'hui à Mariupol, tout ça, en Crimée, et tout ça. Le peu d'Africains qui viennent en Europe, ils ont été choqués. Ils se sont dit, je viens un blanc cordonnier. Je viens un blanc ouvrier. Je viens un blanc SDF. Je viens un blanc prostitué. Je viens un blanc mendiant. Je viens un blanc ivrogne. Ça a changé les mentalités. Ils se sont dit, ce sont des gens comme nous, en fin de compte. Ce sont des gens comme nous. C'est pourquoi les gens disent, il faut beaucoup voyager. Quand on voyage, on découvre des choses. Ça ouvre ta vision du monde. C'est pourquoi les Américains qui ne voyagent pas, ils pensent que l'Afrique, c'est la jungle. On est là en raffia parce qu'ils ne voyagent pas. On se voit avec des lions sur la route comme ça. S'ils voyageaient souvent, il n'allait pas avoir cette perception. C'est pourquoi le fait d'immigrer quelque part, ça peut déclencher aussi quelque chose. Quand ils viennent, ils se disent, ils sont boulangers, ils sont ouvriers, ils sont mineurs, ils sont sales. Ce sont des personnes comme nous. Ils se disent non, on doit retourner dire ça à nos frères. Parce que
l'Africain noir qui est colonisé en Afrique, il voit l'homme blanc comme un entrepreneur, un patron, quelqu'un qui a des domestiques, quelqu'un qui a un fonds de capital. Voilà. Et là, dès là où il vient, un investisseur. Dès là où il vient en Europe, tous les blancs sont comme ça. Comme ça, Ils viennent ici avec intelligent, voilà. tout ça. On doit rentrer dire ça à nos frères. Quand ils rentrent, ça déclenche un mouvement d'indépendance. Et surtout, ils ont vu que les Noirs, et l'Europe a perdu la guerre. L'Europe, elle n'est plus forte, elle n'est plus ce qu'elle est. Déjà, la preuve en eux, ils sont venus prendre les Africains pour créer la Légion étrangère, pour créer une armée coloniale, pour les aider. Ça a déclenché un sentiment. Ça a déclenché, après les mouvements civiques aussi qui s'est passé aux États-Unis, ça a déclenché certains intellectuels de comprendre que l'Europe n'est pas ce qu'on croyait. Les mouvements des indépendances ont eu lieu avec au moins sur les 51 pays d'Afrique. Non, que j'ai dit, sur les 54 pays d'Afrique, il y a au moins 35 à 40 pays qui ont pris les indépendances aux environs des années 1955 à 65. En l'espace de 10 ans, l'Afrique entière était décolonisée. Parce qu'il y avait des gens comme Lumumba, Kwame Nkrumah, des gens aussi comme des Senghor, aussi des intellectuels qui ont déclenché ces mouvements-là des indépendances vers les années, on peut aller même loin jusqu'à des 50 à 70, tout ça. C'est ce qui a déclenché, c'est un peu ça, l'évolution des indépendances en Afrique, des droits civiques des Noirs américains. C'est un ensemble de ras-le-bol. C'est un ensemble de ras-le-bol. C'est aussi un ensemble d'informations. C'est un ensemble de découvertes. Les gens se rebellent parce qu'ils ont découvert une chose. C'est comme avec tout juste la technologie aussi. C'est comme aussi après l'arrivée de l'imprimante. En fait. Parce qu'à l'époque, en Europe, comme aux États-Unis aussi d'ailleurs, il n'y avait pas assez de Bibles. Il y avait peut-être un village, une église, un Bible pour le pasteur, une ville, 2 églises, 2 Bibles pour le pasteur. Donc vous venez à l'église, c'est lui qui vous apprend, c'est lui qui dit tout ça, vous y croyez parce que vous êtes obligé, il n'y a pas moyen de vérifier. Après l'invention de l'imprimerie, la Bible a commencé à être imprimée comme les habits. Donc, tout le monde peut acheter une Bible et mettre à la maison. Les gens qui ont eu leur compréhension de la Bible, chez lui à la maison, disent non, ce pasteur nous a menti. Ça a mené les mouvements de protestantisme. L'Église catholique s'est séparée. Beaucoup de gens ont essayé de faire leur mouvement chrétien. Donc cela veut dire que non, la technologie, l'information peut déclencher quelque chose dans une société que on s'y attendait pas. On peut se rendre compte maintenant après des années, des siècles qu'on était dans l'erreur, on était dans l'ignorance, on était abusé. Juste pourquoi l'information, la découverte de quelque chose, le voyage et tout ça mis ensemble, un ras-le-bol. C'est ce qui fait maintenant qu'il y a eu des révolutions, des indépendances, des améliorations des conditions de l'homme noir. C'est pourquoi le panafricanisme, en gros, c'est un mouvement, une idéologie des Noirs. Peu importe noir du continent africain, peu importe noir du continent américain, peu importe noir des Caraïbes, peu importe noir de l'Asie, peu importe les noirs, même les gens oublient qu'il y a même des noirs en Australie qu'on appelle les aborigènes, les premiers habitants de l'Australie, ce sont des noirs, les aborigènes. Vous pouvez me regarder ça sur internet, vous serez
Vous serez étonné. Donc, c'est ça le mouvement panafricanisme. C'est toute personne qui dit non à l'impérialisme, à la domination d'une autre race vis-à-vis à sa race noire. Parce que c'est cette soif de liberté, c'est aussi cette soif d'assumer son identité. Parce que l'identité, les gens confondent l'identité netolobaka, comme on dit, donne-moi ton carte d'identité. L'identité, c'est ce que toi tu es. C'est ce que toi tu revendiques. C'est ce qui fait que tu sois toi. Ton nom, ton prénom, mais tes origines aussi, ta culture. C'est tout ça, le panafricanisme. Ça, on essaie, avec le panafricanisme, de réveiller les consciences. De ne pas se haïr soi-même. Parce qu'il y a eu un mouvement de lavage des cerveaux pendant 500 ans, depuis l'esclavage, jusqu'à nos jours. Et ça continue toujours de faire croire aux Noirs que tout ce que toi tu as est mauvais. Ta culture, tu dois ta langue, à tout ça. Ta culture, ta langue, tes coutumes, tout ça est mauvais. La seule chose que toi tu dois, comme on dit, pour être évolué, tu dois prendre quelque chose de l'extérieur. Et si on regarde toutes les nations qui ont été colonisées, qui se sont développées, c'est les nations qui ont d'abord mis leur culture devant. Si on regarde l'Inde, on regarde le Japon, on regarde le Koweït, on regarde Dubaï, même aujourd'hui, au Royaume-Uni, on regarde la Chine. C'est tout ça, l'identité personnelle. Comme nous, Africains, on a renié notre identité. Nous, Africains, on ne veut plus utiliser ce qui est propre à nous. C'est ce qui cause notre perte aujourd'hui. Maintenant, le travail du panafricanisme, c'est, je peux dire, on doit tenir compte de tout ça, pas seulement côté politique. Non. Il n'y a pas que un côté, il n'y a pas que le côté politique. Parce que là, vous avez touché, par exemple, la culture. Non, je voulais faire une espèce d'historique. Une espèce d'historique. C'est quoi le mouvement panafricanisme dans son ensemble, dans son évolution dans le temps. Exact. Parce que avant le panafricanisme luttait sur la libération des esclaves. On doit être libre. Ok, on a eu la liberté. Le panafricanisme vient encore, il dit, on doit être égal. On est libre, mais on doit être égal. C'est une évolution du combat. Vous essayez d'avoir l'égalité, ok, vous l'avez sur papier, mais vous ne l'avez pas dans la réalité. Le panafricanisme fait aussi une mutation dans le sens où, si on dit, le panafricanisme maintenant doit parler de l'identité. Tout ce qu'on a dit sur l'homme noir, tout ce qu'on a dit sur l'histoire de l'homme noir est faux. Parce que l'histoire a été rencontrée et écrite par les vainqueurs. Donc tout ce qu'on t'a dit, tout ce qui est sur Google, tout ce qui est sur les livres, ceux qui ont écrit, ce sont tes anciens maîtres, tes anciens colons. Ils n'ont pas écrit la vérité. Tu dois faire ton propre investigation. Tu dois faire ta propre, comment on dit ça en anglais, resource, pour essayer de comprendre qui tu es. Le panafricanisme va encore faire une transition. Le panafricanisme parle maintenant de l'économie. On n'est plus esclave. On est libre. On est égaux, mais pour que je ne sois pas dépendant de toi, je dois être libre financièrement. Pour ne pas venir vers toi. Le panafricanisme passe un autre cap. Avec les mouvements que vous voyez maintenant du franc CFA. Parce que comment vous pouvez vous imaginer qu'un pays, même pas un pays, la CEDEAO, plus de, je sais pas, 20 pays, 15 pays, je ne maîtrise plus le nombre. Vous avez une seule monnaie et cette monnaie-là est fabriquée en France. Je peux dire que actuellement, nous avons le panafricanisme qui touche beaucoup plus l'économie. Le panafricanisme actuellement, à mon humble avis, le panafricanisme touche le côté économique, le côté culturel et le côté identitaire. Dans le côté identitaire, il y a une branche là qu'on va essayer d'exploiter, c'est une branche religieuse.
La branche religieuse là qu'on va essayer d'exploiter, on va maintenant essayer de voir que l'identité noire ne correspond pas avec les religions imposées. Le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Ça, c'est du côté identitaire. Ça, c'est côté identitaire. Du côté culturel. Du côté culturel, la culture, les coutumes, les langues, l'accoutrement, tout ce qui fait les valeurs africaines doit être mis à l'avant, doit ne pas être mis en arrière. Ne soyez pas complexés. N'ayez pas honte de manifester votre culture en tant qu'Africain. Je trouve même des gens que je rencontre ici, ils sont honte de parler lingala parce qu'il y a de blancs à côté d'eux. Ils ont honte de ça. Tu vois, il y a ces côtés-là. Le côté économique maintenant, mon frère, quand tu as toujours la main tendue, on se dira que tu seras toujours exploité. C'est ça maintenant. Le côté économique, l'homme noir, l'Afrique en entièreté, les gouvernements africains, les Africains de la diaspora, on doit arracher notre indépendance économique. N'est pas toujours aller vers la banque, la FMI, n'est pas toujours aller vers les prêts, n'est pas toujours aller vers cette façon d'aller quémander, comme là maintenant Félix est en train de voyager partout ailleurs, tout le monde sait pour aller quémander, pour aller... Il faut... Si je prends l'exemple d'un gars comme Thomas Sankara, il a montré. Il a montré. Vous pouvez aller sur YouTube, vous voyez l'histoire de Thomas Sankara. Il a fait des chemins de fer sans l'aide de personne. Il a fait des industries de coton. Il a habillé son peuple sans les industries occidentales. Il a fait. Donc, le panafricanisme, on ne peut pas dissocier ces trois ensembles. On ne peut pas les dissocier. Ça a toujours été comme les doigts d'une même main. Parce que si tu revendiques tu revendiques ta liberté, ok, tu revendiques la liberté en tant que qui? En tant qu'homme noir. Qu'est-ce qui fait de toi l'homme noir? C'est ton identité. L'identité, yeah. Après avoir pris ta liberté, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut manger. Il faut l'économie. Qu'est-ce que les Noirs peuvent faire pour être indépendants? Après avoir eu l'indépendance économique, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut vivre avec sa culture. Il faut vivre avec sa culture. Il ne faut pas aller maintenant essayer de... comment on dit ça? Essayer toujours de copier ce qu'il y a à l'extérieur. C'est ça, les panafricanistes. C'est un mouvement qui essaye de s'adapter à son époque, avec les réalités qu'il trouve dans son époque. Comme aujourd'hui avec l'homosexualité. Vous n'allez pas nous dire que non, nous, Africains, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est pas nous, c'est pas africain. Tu vois, ça essaie de s'adapter à son époque et l'évolution du mouvement panafricanisme les démontre assez clairement que l'homme noir a toujours eu un combat incessant de vouloir arracher quelque chose qu'on lui a pris il y a cela 400 ans. Et ces combats-là, malheureusement, a toujours été trahi par ses propres frères. Yeah, c'est ce que je voulais d'ailleurs poser. En interne, qu'est-ce que l'homme noir fait? En interne. Parce que on ne peut pas venir nous détruire en interne s'il y a pas... S'il y a l'unité en interne, comment l'extérieur peut nous combattre et puis nous vaincre? Qu'est-ce que l'homme noir fait pour maintenir et réussir cette guerre du panafricanisme? Le premier... Ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? Le premier problème que l'homme noir a, c'est cette peur de mourir. Il y a des combats de liberté. Pour gagner, il faut accepter d'être tué, de mourir. Il y a des leaders comme ça qui ont accepté la mort. Je peux vous parler de Mandela, je peux parler de Lumumba, je peux vous parler de Kimpavita, je peux vous parler de Kimbangu, je peux vous parler de Thomas Sankara, je peux vous parler de... Il y a beaucoup de gens. Je peux parler même de Moussé. Beaucoup de gens seront... Je peux parler même de Moussé, Kabila. Il y a certains combats, il faut accepter de mourir. Quand on n'est pas prêt de mourir pour une cause, il ne faut pas le faire. Il faut accepter de mourir. Ça, c'est la première chose. Beaucoup de gens n'arrivent pas
à accepter, ils ont peur de la mort. C'est ça le problème de l'homme noir dans ces combats. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, l'homme noir a toujours été trahi par son frère noir dans l'histoire de ces combats. C'est toujours l'homme noir. Les blancs sont à l'aise. Ils se disent, il y a quelqu'un qui va les trahir. On donne 1 million à celui-là, il va le tuer. C'est facile, ça. Il y a un débat qui s'est passé dernièrement en France 24. Les Occidentaux, ils étaient là en train de penser comment éliminer Poutine physiquement. Qui peut les trahir? Il faut chercher dans son entourage qui peut les trahir, qui peut l'éliminer. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que c'est un bloc. Ils sont unis. C'est la même chose avec... Regarde ce qui s'est passé avec Mosé. Toi, tu es garde du corps approché d'un président de la République. Tu tues Mosé. Qu'est-ce que ces Occidentaux t'ont promis que le président ne peut pas te donner dans ton pays? Je vais essayer un peu de comprendre c'est quoi. J'essaie un peu de... Son poste, par exemple. Devenir président. Je ne pense pas. Donc c'est ça. L'homme noir a toujours été trahi par son frère noir. Ça, c'est deux premières raisons. Et la troisième raison, c'est la religion. C'est la religion qui fait du mal à l'Afrique. C'est la religion christianisme. C'est la religion l'islam. C'est la religion, c'est le bouddhisme. C'est la religion, c'est l'hindouisme. C'est la religion, c'est le judaïsme. C'est la religion, c'est tout ce qui nous a été imposé spirituellement qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Bon, je vais te donner un exemple bête, par exemple. Un exemple flagrant. Tu as le christianisme représenté par l'Europe, l'homme blanc, l'Europe, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada. Je dirais même un peu l'Argentine aussi. Ce sont l'Israël aussi. Ce sont des pays strictement développés sur tous les domaines. Tu prends les pays asiatiques. Par exemple, je vais prendre la Chine, c'est très facile de prendre la Chine. La Chine, le Japon, Thaïlande, Singapour. Tu prends comme tous ces pays-là, ils sont extrêmement développés. Ils ont quoi comme religion? Ce sont des bouddhistes. Ils ont gardé leur culture, leur religion, ce sont des bouddhistes. Tu prends le Moyen-Orient, les Arabes. Tu prends ce qui est devenu Dubaï aujourd'hui, le Koweït, le Qatar. Ils ont gardé leur... Ils ont gardé leur religion et ils se sont développés. C'est l'homme noir qui n'est pas développé parce que, en tant qu'homme noir, il a régné sa culture, sa religion, il a embrassé toutes les religions. Aujourd'hui, il n'est pas développé. C'est un fait. Si vous regardez le globe, vous regardez la carte, c'est un fait. C'est indéniable. Si on met en avant ce qui est noir, culturellement, économiquement, vous allez voir que non, on va s'en sortir. Il faut enlever d'abord. Et puis quand je parle comme ça, les gens disent, ah voilà, antichrist. Voilà, un démon. Toi, tu pries dans quelle église? Je te vois venir. Toi, tu pries dans quelle église? Vous êtes toujours comme ça. Pourquoi? Dans le livre de Genèse, vous ouvrez le livre de Genèse. La première histoire qu'on vous rencontre là-bas, l'histoire du déluge de Noé, l'histoire du déluge. On vous dit, Dieu a dit à Noé, fais un bateau, mais appelle tout ce qu'ils vont, prends des sexes de tous les animaux, mets-les dans le bateau, amène ta famille, dis aux gens de venir, ceux qui veulent venir, qu'ils entrent, ceux qui ne veulent pas, tu les laisses, il y aura des déluge de 40 jours, 40 nuits. Noé, après le déluge, content qu'il était, il prend la boisson, il s'enivre. Son premier fils vient, il lui dit, il essaie de couvrir son père. L'autre fils en train de rire. Noé, en se réveillant, on lui dit ce qui s'est passé. Tu as été ivre, tu as été tout nu, ton enfant ici il s'est moqué de toi, l'autre c'est lui qui t'a couvert. Noé maudit l'autre, il lui dit, tu seras toujours
l'esclave est ton frère. Mm. Et la Bible nous explique que cet enfant de Noé a immigré vers l'Afrique. C'est lui les descendants du peuple africain. C'est lui. Après l'avoir maudit comme ça, il est devenu noir. Il a immigré vers l'esclave, vers l'Afrique. Donc, c'est normal que l'Africain soit esclave de l'homme noir. Et pendant il y a ce qu'ils ont appelé ici les codes noirs, la livre des esclaves, les codes noirs, les lois. Vous pouvez vérifier même sur Internet. Donc, il disait ça aux esclaves. C'est pas de notre faute si vous êtes esclave. C'est la Bible qui dit. Dieu est bon, Jésus est ton sauveur, mais tu es esclave parce qu'on t'a maudit. C'est ça qu'on les disait aux esclaves. Et maintenant, après la liberté, les indépendances, l'émancipation, on continue à prier les mêmes dieux. C'est ça ce qui a causé notre problème. Maintenant, parce qu'on fera peut-être cet épisode-là de la religion. Maintenant, quelle est la religion que l'homme africain avait et qui doit avoir pour réussir dans le panafricanisme? Avant que l'homme noir, avant que je réponde à ta question, avant que l'homme noir n'arrive à trouver son chemin spirituel, il doit d'abord renoncer. S'il n'accepte pas de renoncer à toutes ces religions-là, il ne va pas trouver les religions. L'Afrique n'a jamais eu des religions centristes. Pour dire que non, toute l'Afrique priait de cette façon. L'Afrique vivait avec des codes moraux. L'Afrique vivait avec une spiritualité, avec des rites et des rituels. L'Afrique vivait avec des cérémonies spirituelles, culturelles, des cérémonies qu'ils faisaient. Ils avaient une façon spirituelle de vivre qui était différente de ce que les Européens nous amenaient. L'Afrique n'a pas une religion propre à elle. L'Afrique a un chemin qu'il doit suivre, qui est propre à lui-même, qui n'est pas ce que vous croyez. Comme l'histoire, comme la Chine n'a jamais eu de religion. Depuis que la Chine a été Chine, une histoire de 5000 ans, il n'a jamais eu de religion. La Chine a eu des courants de pensée. Ils ont été guidés par des courants de pensée. Cela veut dire ils ont des philosophes qui ont laissé la façon de vivre dans une société. C'est ça. L'Afrique aussi, elle était comme ça. Et l'Afrique, avant de penser à retourner à ce que vous appelez religion, que voir des gens dans une église prier tel, elle doit d'abord renoncer à ce qui lui a été imposé. Et puis le reste viendra après. Si elle continue avec ça, elle sera toujours dernière. Toujours dernière. Et elle ne se développera jamais. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe en Amérique. Regardez ce qui se passe en Europe. Tout le monde s'est développé avec sa culture et sa religion. Mais nous, on ne se développe pas parce qu'on nous a lavé les cerveaux. On nous a lavé les cerveaux. Toi, tu penses que la personne qui t'a enchaîné, qui t'a fouetté, qui t'a volé, qui t'a violé, qui a tué tes parents, qui t'a mis en esclavage, qui t'a brûlé, qui t'a fait n'importe quoi, qui t'a réduit dans un rang d'animal, cette personne c'est seulement la religion qui l'a fait, c'est seulement cette religion qui t'a amené, qui est une bonne religion pour toi? Je pense que non. L'histoire nous a démontré que c'est faux. Donc, c'est un peu ça. D'où le panafricanisme aujourd'hui, c'est ça son combat. Essaye de réveiller les consciences américaines, les consciences africaines. De n'importe où, tout le monde est panafricaniste d'une manière ou d'une autre. Il suffit seulement de se poser la question, pourquoi les choses ne changent pas pour le noir? Pourquoi ces choses ne changent pas? Pourquoi ils continuent de nous dominer? Pourquoi ils sont plus avancés que nous? Tu deviens déjà panafricaniste. Tu n'as pas besoin d'être dans Google ou bien faire partie d'une histoire. Il suffit seulement de se poser ces questions-là. Tout commence par là. Tout commence par là. Est-ce que tout noir, là où il doit penser à l'Afrique en termes de rentrée pour faire du panafricanisme?
Je vais te donner un exemple. Tu peux même rester vérifier ça. Parce qu'il y a des mouvements qui disent que Back to Africa, vous êtes là, et voilà. Tu peux même vérifier ça sur Internet, même après. Tu peux même, même les gens qui nous suivent peuvent entrer sur Google et vont voir. Il y a un mouvement qui se dit, un mouvement qu'on appelle les sionismes. Les sionismes, c'est un mouvement juif qui dit que non, tout juif dans le monde doit retourner en Israël. Je n'invente rien. Tapez sionisme. Regardez l'histoire des sionismes, vous allez voir. Tout juif, de par le monde, qu'il soit en Asie, Australie, en Afrique, en Moyen-Orient, il doit retourner en Israël. Parce que c'est leur terre promis. Ils ont été dispersés par rapport aux guerres. C'est ça. Pourquoi pas nous, les Noirs? On ne dit pas aussi de rentrer s'installer. Parce que les Juifs aussi ne sont pas rentrés s'installer. D'autres sont rentrés s'installer, d'autres sont restés en Europe, en Amérique, en Afrique. Mais si je te dis qu'ils continuent à cotiser, à contribuer pour le développement d'Israël, tu ne vas pas me croire. Qu'un Juif né aux États-Unis, parce qu'il est Juif, son parent lui a dit Juif, mais il continue d'envoyer l'argent en Israël. Pourquoi les Noirs américains ne font pas ça? Pourquoi les Noirs en Europe ne font pas ça? Donc les Juifs qui pensent ainsi sont stupides. Peut-être, comment je peux dire, par rapport à la progression, nous ne sommes pas encore à ce point-là. Je vais te donner une histoire en parlant d'Égypte, des Juifs, d'Israël. L'armée, tout le monde connaît l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, puis Adolf Hitler essayait d'exterminer les Juifs, de tuer les Juifs. Il disait que les Juifs ont un plan de domination mondiale, ils sont dans toutes les institutions, ils sont toujours bien haut placés, bien haut gradés, ils sont toujours dans les finances, ils contrôlent notre argent, il faut les exterminer, tout le monde. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus de, 10 millions, 15 millions de Juifs qui ont été tués, exterminés. Le peu de Juifs qui restaient en Europe et aux États-Unis, ils ont tous migré vers Israël. Après la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas d'État d'Israël. Ils sont tous rentrés vers Israël. Ils ont dit, pour que ceci ne se répète plus, on doit rentrer dans notre État, dans notre terre promise qui est Israël, et construire une nation et une armée pour qu'on ne nous extermine plus comme les Allemands l'ont fait. Financés par les États-Unis, ils les ont donné même l'arme nucléaire, ils continuent de faire des colonies. Ils ont, si n'est pas dire éradiqué, mais presque décimé, tué tous les Afghans, tous les Palestiniens plutôt qui étaient là. Ils ont occupé Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit c'est notre terre promise. En tant que Juif, je dois vivre en Israël d'abord. Ceux qui restent continuent d'envoyer de l'argent pour financer Israël. Tout Juif dans le monde a déjà visité Israël au moins une fois. Tout Juif dans le monde. Mais ce n'est même pas une obligation comme l'islam dit, il faut toujours, avant de mourir, il faut faire un pèlerinage à la Mecque. Mais les Juifs, non. Par les sentiments et leur histoire, ils ont été décimés et tués. Ils se sont dit, non, on doit rentrer. Faire un État israélien. Être fort pour qu'on ne nous fasse plus pareil. Ils connaissent leur identité. Ils connaissent leur identité. Pourquoi tous les Noirs dispersés dans le monde, d'autres sont allés par de leur propre gré, capturés, vendus comme esclaves. D'autres aussi sont partis de leur propre gré. Toute la diaspora, tout homme noir dans le monde, pourquoi il ne peut pas rentrer en Afrique? Même pas rentrer, investir. C'est le même combat que Akon essaie de dire aujourd'hui, même aux rappeurs américains. Pourquoi vous faites... Je vois aussi Steve Harvey qui est en train de dire ça. Je cause avec des Noirs. Vous avez le passeport le plus puissant au monde. Pourquoi vous ne pouvez pas faire même un tour là-bas même... Mais il y a certains qui parlent de la crise. Mais les mouvements, il est un peu touristique, mais il n'est pas économique. Les Juifs l'ont fait un mouvement touristique, économique
tout ce que tu veux. C'est ça. Pourquoi nous, Noirs, on ne peut pas réfléchir ainsi? Est-ce que les dires, on sera qualifié d'extrémistes? Est-ce que les dires, on sera qualifié des radicales? Non. C'est juste la street... comment on dit ça en français? La street... c'est la réalité. Parce que même ici aux États-Unis, on te dit que Boston a été créé par les Irlandais. Il y a des drapeaux irlandais en Boston. Les gens qui vivent à Boston, ces gens de blancs, ils partent en Irlande, ils disent que non. Si tu croises un Américain, tu dis where are you from? I'm from Michigan, man. What about your parents? Oh, I'm Germanic. Mes parents sont de l'Allemagne, ils ont immigré ici. Quand tu appelles un Nord-Américain, tu viens d'où? Oh, je viens de Michigan. Pourquoi tu viens de Michigan? Tu viens de Michigan. Oh, en Afrique, tu n'as pas fait ton test d'ADN pour voir de quel côté Afrique. Oh non, moi, justement américain. Justement américain. Ne m'appelez même pas afro-américain, je suis américain. Tu vois? On a watch brain, comme on dit en Amérique ici, on a un lavage de cerveau. Ça doit cesser. Donc, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, c'est ça. L'homme noir a un combat qu'il doit faire. C'est celui d'abord de se connaître lui-même. C'est son identité. Révisiter son histoire. Savoir que non, il y a une chanson de comment on l'appelle, Burna Boy. Tout le monde connaît Burna Boy, il fait des chansons chaud. Mais il y a une chanson qui est là qu'on appelle Spirit. À la fin de la chanson, il dit Every black man in the world, no matter who you are African first before you become anything else. Il est dit à la fin de la chanson. Ça lui a créé même des problèmes et tout. Il a dit, tous les Noirs dans le monde, tu es d'abord africain avant d'être autre chose. Tu es américain, tu es français, oui, on te l'accorde. Ton arrière-grand-parent, il est né là-bas. Oui, mais en tant que Noir, tu es d'abord africain avant d'être autre chose. Si on essaie de comprendre ça, d'accepter ça, mon frère, mais l'Afrique sera quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, je ne sais pas si vous avez épuisé les points que vous avez prévus pour aujourd'hui. Il y en a, c'est un peu d'épuiser un peu. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et qu'est-ce que vous nous promettez pour la séance prochaine? On va axer sur quel point? Sur l'identité. L'identité. L'identité de l'homme noir, il faut qu'on en parle. Et puis, on va aller du côté spirituel. Religion. Et puis, on va toucher même économie. Pour essayer de faire comprendre aux gens que les gens pensent que la modernité ne va pas de pair avec la spiritualité. Ils pensent que les histoires de Jésus, de Mahomet, de Kimbang, des histoires antérieures, qu'à l'époque de l'ordinateur, du smartphone, on ne peut pas parler d'un renouveau spirituel. Ils pensent que la religion, c'est quelque chose de l'Antiquité, qu'il est là, Mikolo. Aujourd'hui, la religion, on ne peut pas avoir un réveil spirituel. C'est quelque chose il y a longtemps. Aujourd'hui, il faut parler économie, il faut parler business, science. Il faut parler science. Or que c'est faux. La révolution, je vais peut-être m'arrêter là. La révolution chinoise, ça s'est fait en quelle année? Ça s'est fait dans les mêmes périodes qu'on est. C'était au XXe siècle. Il y avait la télévision, il y avait tout ce que vous voyez. Mais la révolution culturelle chinoise, c'est ce qui est à la base du développement chinois aujourd'hui. Donc, si on fait aussi une révolution culturelle, on va se développer. Si on se pose des questions qu'on doit se poser et donner des solutions, des réponses et être décomplexé. C'est ça le problème des Noirs. Être décomplexé, c'est poser des questions et trouver des solutions sur des problèmes qu'on a. C'est réévaluer. Je pense que l'Afrique a un avenir radieux. Et surtout que bientôt,
il y aura peut-être une troisième guerre mondiale et ils vont s'entretuer entre eux là-bas, il ne restera que l'Afrique. Donc il faut vraiment que les gens se posent ce genre de questions. Yeah. En tout cas, merci beaucoup, M. Jérôme. On a vraiment beaucoup appris et j'espère qu'on va continuer dans cette allure-là. Merci à vous aussi qui nous suivez et laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions. On est là pour analyser et écouter. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner aussi. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.